Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour capitaine. Bon, on est bientôt à la fin de l'année 2012. Alors, pour cette interview, je propose qu'on revienne un peu sur les faits marquants de cette année. Et puis que vous nous racontiez votre petit voyage en Grèce. Et enfin, on parlera peut-être un petit peu de ce qui nous attend peut-être en 2013. Donc, les faits marquants de 2012, j'allais dire, on va prendre le deuxième semestre 2012. On va partir de là. Déjà, le premier fait marquant, c'est toute cette liste de licenciements que vous avez mis à jour sur votre blog au fur et à mesure et qui est absolument énorme. C'est épouvantable. Épouvantable. Et, ma première question, c'est est-ce que vous-même vous vous attendiez à une telle hécatombe? Et est-ce qu'à votre avis, le gouvernement s'attendait à une telle hécatombe? Sincèrement, je ne pense pas que le gouvernement s'attendait à quelque chose de ce goût-là. La preuve, c'est que toutes leurs déclarations de l'époque montrent bien au contraire, ils s'attendaient à une amélioration. En revanche, je vais vous montrer quelque chose l'un de mes lecteurs vient de m'envoyer 2 minutes avant que vous sonniez à la porte. Et je trouvais ça très symbolique. Je vais le mettre ça sera en ligne lundi. Bon, ça sera avec un peu de décalage. Regardez bien cette une. Alors, vous ferez un plan après dessus, c'est pas grave. Objectif plein emploi va sabrer des emplois. Non mais, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Et attendez, c'est même pas en France. C'est dans un micro-État, on va appeler ça, donc où techniquement ils sont pas censés avoir des problèmes d'emploi. Le Luxembourg. Le Luxembourg qui fait quand même partie des 5 micro-États qui ne reposent que sur le blanchiment d'argent. Parce que les luxembourgeois ne sont rien de plus que des blanchisseurs d'argent, il faut le rappeler. C'est une autre Suisse, voilà. Le Luxembourg, je veux dire, c'est grand comme un timbre-poste. Il y a que des banques et des services financiers des banques. Amazon est au Luxembourg, PayPal est au Luxembourg, enfin j'en passe des meilleurs. C'est vraiment l'adresse, la boîte aux lettres financière de l'Europe. Eh bien, vous voyez que donc là c'est l'essentiel du Luxembourg. C'est le principal journal luxembourgeois. Objectif en plein emploi va sabrer des emplois. Tout est dit. Je vous ai dit, j'ai souvenir de vous avoir dit, quand on a eu la visite d'un certain nombre de chats au bord de la Saône, c'est bien ça, qu'on ne finirait pas l'année 2012. C'est même pire que ce que je craignais, puisque regardez bien ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que vous me demandiez de faire le bilan de l'année 2012, parce que je trouve ça même plus intéressant que la Grèce, finalement. Pourquoi? Parce que vous avez eu tout un tas de rigolos je pense à Marc Toiti, qui vous ont annoncé le CAC 40 à 4500 points, rappelez-vous. Il l'avait dit en mai 2011, et que c'était pour décembre 2011. Là, on est tous les deux, nous sommes le 14 décembre 2012. Le CAC 40 patine. Je veux dire, attends, ça fait 1 an et demi qu'il est au même endroit, qu'il n'a pas bougé, qu'il fait. Vous savez, il fait un pas en avant et un pas en arrière, voilà. No comment. Mais quand même, entre temps, vous savez, les entreprises qui constituent la base du CAC 40, la cotation, le PSA est mouru, elle a été enlevée. Non, elle a été carrément enlevée de l'indice, de l'indice. Donc, elle n'y est plus. Oui. Non, mais mine de rien, c'est quand même pas rien. Peugeot Citroën en France, remplacé par une entreprise étrangère, belge, que personne ne connaît. Voilà, mais ils l'ont choisi précisément justement pour qu'elle n'affecte pas l'indice. Donc c'est le CAC 40 est une pourriture, c'est un miroir aux alouettes, c'est un truc d'hypnotiseur, quoi. C'est d'hypnotiseur financier. Jean Toiti, voilà, c'est fait par des Toiti que pour des Toiti, voilà. Et ce titre-là, allié, si vous voulez, parce que nous on s'est vu au mois de juin, et effectivement la liste. La grande hémorragie, j'appelle ça la grande hémorragie, a commencé effectivement mi-mai, mais surtout juin. Et je me souviens pertinemment, je veux dire, chacun de vos spectateurs, enfin de ceux qui regardent cette vidéo, peut aller voir sur le blog. On a l'historique de tous les licenciements qui ont été faits. Imaginez même que la compagnie aérienne, qui est quand même connue pour son
je veux dire, c'est pas des rigolos, hein. Scandinavian Airlines System, hein, la SAS, hein, je crois que c'était 3000 personnes ou 4000, hein, qu'ils ont licencié il y a une semaine. Citibank, 11 000. Bank of America s'apprête, d'après les rumeurs, selon CNBC, à virer 30 000 personnes. Renault prépare effectivement un plan de licenciement parce qu'avec, comme vous l'avez vu, les ventes de voitures en France, moins 20, septembre, octobre, et puis novembre, et puis décembre, ça va être épouvantable. Vous avez vu qu'en mois de novembre, c'était moins 35, si mes souvenirs sont bons. Enfin, entre moins 30 ou moins 35. C'est une véritable catastrophe. Je veux dire, Renault, techniquement, ne peut pas faire autrement que de licencier minimum 3000 personnes. C'est strictement impossible. Et d'ailleurs, j'ai eu vent, si vous voulez, d'un certain nombre de budgets de promotion, de grosses opérations, si vous voulez, qui sont plus l'image véhiculée, c'est le cas de le dire, hein, de Renault, qui ont été littéralement sabrés. Hein, je ne peux pas le dire ici parce que je trahirai mes sources. Mais il faut s'attendre effectivement à des gros licenciements également du côté de Renault. Donc, nous nous sommes vus en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et vous avez vu les licenciements. Là, on a une série de licenciements. Vous avez même les biscottes Pelletier ou je sais plus quoi, enfin, les biscottes très connus, hein, qui licencient, je sais plus, je crois, c'est 50 ou 80 personnes. Mais attendez, si les biscottes, les fabricants de biscottes, les charcutiers tombent les uns après les autres, le jambon, là, vous savez, le jambon de Bayonne, Aude, ou je sais plus comment ça s'appelle, Auge, risque la fermeture. C'est une véritable, ou va licencier, je crois, un tiers de ses effectifs. C'est une véritable hécatombe. Mais c'est une catastrophe. Je n'ai jamais vu ça depuis que je fais la revue de presse. Depuis, vous le savez, vous me suivez depuis longtemps. J'ai commencé en février 2008, donc bien avant l'explosion de Wall Street. Hein. Jamais je n'ai vu, même après l'explosion de Wall Street, même en 2009, jamais je n'ai vu une telle constance. Mais là, c'est comme une hémorragie que plus personne ne peut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, ils l'ont arrêté par vous savez, par des quantitative easing. Hein, ils ont réclamé 800 milliards, hein, soi-disant pour sauver le monde. Hein, mais vous voyez que cela n'a servi strictement à rien. Cela n'a fait que sauver les banques. Hein, et c'est tout, mais pas l'homme du peuple, hein, pas les gens qui ont acheté des maisons, qui remboursent, etc. Je pense que effectivement c'est une très très bonne idée cet entretien parce que ça nous permet vraiment de faire hélas le bilan de cette année et je peux vous assurer que la liste des licenciements que je vais donner pour lundi, hein, parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi, celle que je vais donner pour lundi et sincèrement elle est guère mieux que celle de la semaine passée. Si vous l'avez vu, mais Valls, lors de son passage à la télévision, c'était sur France 2, il me semble, le 6 décembre, il me semble aussi, quand il s'est retrouvé face à Marine Le Pen, il a osé dire que la situation s'améliorait, qu'elle était en train de s'améliorer. J'ai failli tomber de ma chaise. Et moi, comme membre du gouvernement, je sais que nous sommes sur la voie du redressement. Encore une fois, de son économie, de son industrie et de ses finances publiques. Ça où, et Valls, il faut du temps. Je le vois parce que ce sont des faits. Parce qu'encore une fois, vous êtes dans l'incantation et nous sommes dans l'action. Une amélioration économique dans notre pays. Il faut du temps. Il faut du temps pour reconstruire une économie. Il faut du temps un quinquennat. Je sais pas si vous l'avez vu celle-là. J'ai vu ça, mais vous savez, ça fait partie de cette espèce de flagornerie. Vous savez, vous prenez un homme politique et vous lui dites, monsieur, votre département est en faillite, et c'est vous, hein, au bout de 10 ans de gestion qu'il avait mis en faillite, il va vous expliquer vraiment droit dans les yeux qu'il y est strictement pour rien, que c'est pas de sa faute, et que c'est à cause de la droite ou de la gauche, enfin peu importe. Hein, bon, ouais, il va trouver plein d'explications. Rappelez-vous le fameux face-à-face Chirac-Mitterrand, hein, quand Chirac demande à Mitterrand, regardez-moi bien dans les yeux, osez me dire que le diplomate iranien, etc. Et on se souvient de la réponse de Mitterrand, c'était absolument grandiose ça, c'était grand. Mais moi je vais vous montrer autre chose, regardez bien. Ça c'est de ce matin. Authentique, c'est Karl qui m'a apporté ça tout à l'heure. Il est tombé dessus dans le métro, hein, donc c'est 20 minutes. Hein, vous savez, c'est les journaux gratuits qu'on distribue dans le métro. Regardez bien. Alors, 20 secondes, je vous lis la une, vous ferez un gros plan après dessus. Le Premier ministre, donc Monsieur Hérault, hein, le Premier ministre de la France, je précise, défend, je n'invente rien, j'arrive même pas à le prononcer, la colocalisation au Maroc. Lisez-le vous-même, parce que les gens ne vont pas le croire. Le Premier ministre défend la colocalisation au Maroc.
Alors pourquoi colocalisation? C'est une petite invention des services du Premier ministre pour éviter de dire délocalisation. Remarquez bien cette nuance. On félicite Madame Belkacem ou les services de presse du Premier ministre, hein, que c'est une jolie trouvaille. Hein. Attendez, on a un Premier ministre qui va au Maroc et qui défend le fait que des entreprises françaises délocalisent au Maroc. Ouais. Mais attendez, mais on va où là? Mais c'est du délire. C'est complètement du délire. Mais c'est du délire. Attendez, j'ai dit à Karl tout à l'heure, attends, franchement, si tu m'avais pas apporté le journal physiquement, jamais je ne t'aurais cru. Hélas, 3 fois hélas. C'est la triste vérité. Alors, et juste avant, vous avez peut-être vu ça aussi. C'est historique, hein. Enfin, jamais un Premier ministre n'a été interviewé au pied de son avion. Vous savez, juste sur le point de monter dans son glam, hein, pour se rendre dans un voyage officiel. Eh bien, il l'a fait hier ou avant-hier, et pour expliquer que les Français n'avaient pas à s'inquiéter parce que le taux d'intérêt du livret A va être baissé. Et BFM a repris derrière, hein, c'était toute la journée, 24 heures d'affilée. C'est une bonne nouvelle, ou ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour la France que le taux d'intérêt du livret A soit baissé. Donc je pense qu'il va tomber à 1,75. Bonjour les Nikkei, comme on dit, indice Nikkei, comptez-vous, hein, tous ceux qui ont des livrets A, comptez-vous. Ouais, 1,75 de taux d'intérêt. Bon. Sachant que l'inflation, elle est bidouillée par. Non, mais la véritable inflation sur les choses qu'on achète tous les jours, hein, elle est entre 15 et 20% par an. Donc on va pas se. J'invente rien. On a. Vous l'avez sans doute vu sur les blogs, mais c'est l'ensemble des journalistes américains qui chaque année font la comparaison. Vous savez, ils ont leur événement au mois de novembre, hein, ils fêtent la dinde, hein, donc c'est une hécatombe de dinde pour le coup, hein. et donc les Américains ont constaté que le prix de la dinde, d'une dinde qu'on achète au supermarché, a fait 20% chaque année depuis 4 ans. Oui, c'est bizarre. Voilà, c'est la même chose pour nous, on est exactement à la même enseigne. Et donc, Monsieur Hérault vous explique qu'on n'a pas à s'inquiéter parce que le taux de votre livret A va baisser à 1,75. Déjà, je veux dire, ils nous volent de 18%, mais en plus, ils vont rogner sur les 2% qu'ils nous donnent. Voilà, donc je félicite tous ceux qui ont des livrets A, leurs assurances vie, hein, vous allez bientôt pleurer, mais tant pis pour vous, vous avez été prévenus. Alors, autre chose qui a vraiment marqué cette année, enfin il y en a beaucoup, mais bon, autre chose, c'est d'un côté le PSA qui a eu beaucoup de problèmes. Là, on nous a beaucoup parlé de Mittal aussi. Alors, moi, j'ai fait une espèce de parallèle entre les deux, en fait, parce que PSA, je me rappelle très bien que quand il y a eu des problèmes, les politiques et les pseudo-économistes sont montés au créneau pour dire PSA n'a pas assez joué la carte de la mondialisation, de la délocalisation. Oui. Et de l'autre côté, quand Mittal, lui, joue à fond la carte de la mondialisation et de la délocalisation, on lui tape dessus. Donc d'un côté, on lui dit non, c'est pas bien, t'as pas bien fait à PSA. Et de l'autre côté, Mittal, lui, on lui dit bah, t'as joué à fond, mais bon, vous êtes des entre guillemets, vous êtes des salopards, quoi. Donc là, en fait, il y a deux trucs qui sont contradictoires, ça va pas du tout, quoi. C'est soit on joue le jeu, soit on joue pas le jeu. Mais les mêmes ne peuvent pas reprocher à PSA un jour de ne pas le faire et à Mittal de le faire à fond. On se souvient, attendez, on a même mieux, on se souvient même de Madame Lagarde reprochant aux Allemands d'être trop performants au commerce extérieur. C'est-à-dire, autrement dit, de vendre trop de voitures à l'étranger. Ça s'invente pas, ça. Donc vous voyez que les politiques, si vous voulez, sont totalement, mais surtout qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité économique et qu'ils patauchent dans la semoule et qu'en fait, comme ils ont toutes les caméras de braquer sur eux, on a l'impression, si vous voulez, que c'est eux qui ont la science infuse avec leurs pseudo-économistes, hein, parce que ce sont toujours les mêmes, les Minc et compagnie, hein, qui leur donnent des conseils. Donc c'est sûr qu'ils vont pas aller très loin. Hein. Mais je vous signale quand même que il y a beaucoup de chefs d'entreprise en France qui ont écouté des gens comme Minc, hein, qui était quand même conseiller de M. Sarkozy, il faut quand même le rappeler, conseiller du président de la République. A priori, c'est quand même un titre plus qu'honorifique. Je veux dire, le type, on peut lui donner du crédit, si j'ose dire, hein, sans vouloir là aussi faire du jeu de mots. Et je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont écrit, qui m'ont dit, malheureusement, j'ai cru à leurs mensonges, et aujourd'hui, je vais à la faillite. Je veux dire, je vous avais même le témoignage de l'un d'eux sur le blog, où il a fait les comptes, et il a dit, mon carnet de commandes, et là maintenant nous sommes tous tombés, il n'y a pas que lui, hein, il y a ses collègues, enfin concurrents, etc., qui sont tombés quasiment à zéro ou presque de commandes, et il dit, là, tel qu'on est parti, au mois de janvier, je dépose le bilan. Voilà. Aurait-il pris des décisions
radicale dès 2008, ou 2009, par exemple en janvier 2009, pour mettre un profil bas. Vous voyez, quand vous savez que vous allez affronter une tempête qui va durer 4 ans, vous êtes extrêmement prudent. Vous voyez, donc il aurait, je pense, je ne sais pas, avec des si on met le monde en bouteille, mais quand même, je pense qu'il aurait pu passer le cap et surtout préserver sa trésorerie. Ça, c'est très important. En revanche, toutes les entreprises qui avaient pris la décision, parce qu'elles ont écouté les gens comme Minck, et surtout qui ont lu le journal Le Monde, Le Monde, Libération et surtout Le Figaro, enfin, c'est les trois fléaux, je parle même pas de la Tribune et des Échos, ils ont été emmenés à l'abattoir. Ces journaux les ont emmenés à l'abattoir. Les conseillers, comme Minck, les ont emmenés à l'abattoir. C'est aussi... Le constat, aujourd'hui, est effroyable. Je veux dire, on le voit avec la liste de licenciements. C'est monstrueux, monstrueux. J'en reviens aux délocalisations de PSA, mais le fait de dire que en fait ils n'ont pas joué la carte de la mondialisation, etc. Moi personnellement, je prends ça comme une espèce de déclaration de guerre. Oui, mais c'est une déclaration de guerre envers les Français, envers les travailleurs français. Ça veut dire qu'il faut délocaliser. Ça, c'est quoi votre avis ? Le Premier ministre défend la colocalisation au Maroc. Jean-Marc Ayrault a vanté jeudi au Maroc la colocalisation industrielle, un partenariat qui permettrait à la France de faire au Maghreb ce que l'Allemagne a réalisé avec les pays de l'Est après la chute du mur de Berlin. D'accord ? Mais enfin bon, j'ai pas le souvenir qu'on a eu un mur de Berlin entre le Maroc et l'Algérie et la Tunisie. Bon, passons. Alors, vous remarquerez quand même que cette information qui aurait dû faire la une, bon... 20 minutes, on leur demande pas des miracles, mais qu'est-ce que... ils disent c'est la fin du monde, c'est la fin des Maillards. Ouais, d'accord, ok. N'empêche que pour beaucoup de journalistes, au Figaro, à TF1, à France 2, ça va être la fin du monde parce qu'ils vont tous être virés. Au Figaro, et la Tribune aussi, qui vire 40% du personnel, voilà, parce que les journalistes n'informent plus les gens. Ça, c'est un vrai problème. Au lieu de ça, c'est une toute petite brève en page 9. C'est même pas en économie, c'est en France. C'est quasiment du social. Voilà. Je veux dire, là, mais franchement, vos spectateurs, j'allais dire téléspectateurs, mais je veux dire, peuvent juger sur pièce. C'est pas des conneries, ça. Ouais. Vous avez un Premier ministre qui encourage les sociétés, les grandes entreprises industrielles, enfin celles qui nous restent, le peu qui nous reste, à aller délocaliser au Maroc. C'est de la déclaration. Voilà ce que mérite 20 minutes. Marquez, c'est un journal gratuit. Voilà, hop. Voilà. Tous les chômeurs qui vont regarder cette vidéo, devraient écrire à Monsieur Ayrault, pour le féliciter justement, pour encourager que on délocalise. Parce qu'après tout, au Maroc, mais pourquoi pas en Tunisie? Allons-y aussi en Algérie. Et puis on est quand même amis avec un certain nombre de pays africains. Je veux dire, il y a de quoi faire en délocalisation. Délocalisons tout. Allons-y. Qu'est-ce qui va nous rester? Des gardiens, des gardiens de musée pour surveiller la Joconde et des garçons de café? C'est un peu ça. Qu'est-ce qui va nous rester? On perd aussi notre souveraineté au niveau des. Total. Ouais, je sais pas. Mais je crois que c'est l'acier, c'est en train de partir. L'acier c'est vital, vous savez. L'acier c'est vital, mais il y a aussi d'autres parcs qui sont en train de tomber. Par exemple, l'aluminium, par exemple, qui est aussi quand même important. Il y a Rio Tinto qui est en train de virer du monde. Je crois que c'est en Savoie, l'usine qui est en Savoie. Alors on produira plus d'aluminium en France, plus d'acier donc. Il y a même les lave-linges. Bientôt il y aura quasiment plus de lave-linges. C'est con, mais il y a plus de lave-linges fait en France quoi. C'est catastrophique. Tout notre savoir-faire est strictement délocalisé, donné. On a vu ce que ça a donné aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez quand même on atteint un record. Là, ils viennent de battre le record. C'est en l'espace d'un mois, je crois qu'il y a eu 300 000 personnes de plus qui ne survivent qu'avec des bons d'alimentation. Ils vont atteindre les 50 millions sur une population de 313. Je ne sais pas si vous imaginez. Attendez, quand je dis 313, si on enlève tous les enfants jusqu'aux enfants jusqu'à 18 ans, et si vous enlevez tous les gens qui sont à la retraite, c'est plus de 313. Il vous reste 200, qu'est-ce que je dis, à peu près 150 millions. Sur les 150 millions, vous avez 50 millions de gens qui vivent avec des...
ça fait peur. Enfin, bon, passons. Ça fait vraiment peur. Mais on arrive au système américain. Mais ceci, le but, et on l'a vu, M. Schultz nous l'a dit, je l'ai mis sur le blog, hein, il a déclaré il y a à peu près une semaine à Washington, et maintenant nous devons aller plus vite, établir le système fédéral total, c'est-à-dire fusionner les États-Unis et l'Union européenne, afin, je le cite, de créer le plus grand marché, hein, c'est-à-dire 313 millions d'Américains plus 500 millions d'Européens, ce qui vous donne 813 millions de consommateurs qu'on livre sur un plateau, bien entendu acquis aux multinationales américaines. Voilà. Mais on peut aussi ajouter le traité transpacifique qui est en route, puisque les États-Unis non seulement vont s'allier avec l'Europe, traité transatlantique, mais la transpacifique aussi est en route. De l'autre côté, donc on va avoir un marché absolument énorme. Le monde qui est les États-Unis et les Américains peuvent littéralement vendre tout ce qu'ils veulent dans le monde entier. On va parler aussi des soldats, parce que c'est quand même une partie importante, quand même, les soldats et notre défense. En plus, c'est moi qui ai mis en avant sur le blog l'histoire malheureusement d'une partie, je crois que c'est 20% à peu près des troupes françaises qui ne sont pas payées ou avec décalage ou lance-pierre, enfin comme vous voulez quoi. Et cette affaire montre bien que la stéria, même si elle est en cause, je veux dire, j'ai beaucoup d'ingénieurs qui m'ont écrit, m'ont dit qu'il nous arrive effectivement, quand on met en place des grands systèmes d'information de ce type, il y a toujours forcément des bugs, mais on ne va pas mettre 1 an et demi à le corriger. Hein? Voilà. Genre le mec 1 an et demi, alors je sais pas, soit ils sont tous autistes à la stéria, soit ils ont pris. Non, mais je sais pas, ou alors je sais pas, mais il y a un problème quoi. Donc non, en fait c'est le ministère de la Défense qui n'a plus d'argent, et donc il joue, il fait de la cavalerie. Ça, là aussi sans mauvais jeu de mots, de la cavalerie avec un certain nombre d'unités ou de soldats, donc ça tourne, donc les gens ne sont pas payés. Alors, pourquoi on peut le recouper? Tout simplement parce que les gendarmes de réserve eux-mêmes maintenant ne sont plus payés. On leur a expliqué il y a 3 semaines que leurs soldes leur seront payés, je crois en avril ou en février 2013, alors qu'ils devaient être payés là. J'ai entendu le ministre de la Défense sur RMC la semaine dernière qui disait que tout serait réglé avant Noël. Donc là, il faudra suivre ça de près. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Ouais. Mais ça fait 1 an. Mais qu'est-ce qu'il a réglé? Il a mis en place un numéro vert. Et encore, on a du bol. Tout serait payé. Voilà, il n'a pas été délocalisé le numéro vert. Oui, il n'y avait pas des, il n'y a pas des Roumaines qui répondaient à Bucarest. Non mais c'est vrai. Non mais c'est du délire, le mec il se fout du monde, le ministre de la Défense. Mais c'est un clown. Mais je sais pas si vous avez vu le nombre de clowns qu'on a dans ce gouvernement. On a vu Marisol ce matin, mais j'ai halluciné. On va parler d'1 an et demi pour régler ce problème, alors qu'ils sont au courant au sommet de l'aide. Je veux dire, les chefs de corps ont gueulé comme des putois. Ils ont fait remonter des notes. Je veux dire, ils étaient pas les derniers à informer leur hiérarchie. Cette information, l'armée, elle se fait remonter les informations quand il le faut. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. Même l'UMP. Mais l'UMP et le PS n'ont pas été remboursés de leur campagne présidentielle et législative. Ça veut bien dire que l'État est en faillite. Ils ont techniquement, pour faire le budget sur 12 mois, ils n'ont que l'équivalent de 9 mois, je crois. Et encore, je pense que chaque année qui passe, on perd 1 mois, 1 mois et demi. C'est aussi simple que ça. On passe à un autre sujet. On va parler aussi un petit peu de Bruno Boulevkat quand même, parce que ça fait quand même 204 jours qu'il est devant. Bruno, voilà, absolument. 204 jours devant la SG à Lens. Alors j'y suis allé la semaine dernière. J'ai vu. J'ai mis une interview. J'y suis resté 3 heures à moins 4 degrés. Moi je dis qu'il a du courage. Ouais, je le salue bien bas parce que ce qu'il fait c'est quand même vachement fort, je trouve. J'ai d'autant plus de respect pour lui que il m'est arrivé de faire des gardes. Enfin, c'était régulier. On avait des gardes d'état-major. Donc j'étais avec mon casque, j'allais dire mes guépières, mes guêtres. C'est mieux. Mes guêtres, tout l'attirail, le pistolet, le machin, le truc, etc. Donc 2 heures.
hein, 2 heures devant le portail avec le bazar là pour soulever l'entrée, etc. Et une fois j'ai fait une garde de 4 heures de nuit dans un... je sais plus, enfin bon, rien que d'y repenser, c'est une horreur. Alors tous les jours, hein, rester devant la porte, comme le fait Bruno Boulefcade. En plus là c'est en hiver, donc il est en Isère. Non, non, c'est dans le Jura. C'est dans le Jura, ouais, enfin il fait froid. Il fait très froid. C'est dans le Jura, on est pas loin. Confirme. Il fait très froid, hein, c'est la montagne, hein, on est d'accord. Donc c'est franchement, c'est pas. Il trouve son courage, justement, et je le dis à tous ceux qui nous regardent, hein, de tous les mails que vous pouvez lui envoyer, tous les mails de soutien, etc., qu'il a, parce que c'est ce qui lui réchauffe le cœur, et c'est très important. Alors, et j'allais le voir. Hein, Bah justement, alors bon, déjà au niveau des médias, les médias régionaux, même les médias régionaux, ils suivent plus. Même le Progrès ne suit plus, France 3 Régional ne se déplace plus non plus. Bah, alors mais pourquoi voulez-vous qu'ils se déplacent? Attendez, la Société Générale et les banques, les banques en général, la Société Générale est l'un des gros annonceurs de ces journaux ou de ces radios régionales. Pourquoi voulez-vous qu'ils se déplacent? Ils savent pertinemment que le grand patron de la régionale de la SGNR, il va faire un scandale, et il a tout fait, il va tout faire pour qu'on n'en parle pas. Il a même mis de la pression au maire de Lons-le-Saunier pour qu'il enlève ses panneaux. Ouais, bah le maire de Puteaux, il est pas quand même pas très très courageux, hein, parce qu'il lui a envoyé une lettre. Franchement, en plus, il a le droit, hein, parce qu'il y a eu un jugement là-dessus. Il a le droit d'être sur le trottoir avec son panneau, hein, pour dire ce qu'il pense. Hein, donc, on voit que quand ça arrange les députés, hein, ils s'assoient magistralement sur toutes les libertés individuelles qu'on peut avoir. C'est quand même incroyable. Voilà, il est quoi? Il est PS lui, ou il est UDF? Je sais plus. Oh, je sais pas. Hein, je sais plus de quel parti il est. Non mais attends, il y a sur Facebook, il y a un mec qui a dit le mec il devrait être le maire de Lons-le-Fumier. Ouais. J'ai trouvé ça génial. Voilà. Donc non mais c'est bien trouvé, mais c'est pathétique quoi. C'est au lieu de prendre la défense de cet homme qui a d'un courage absolument extraordinaire, qui a un côté Gandhi, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de se ranger du côté de la Société Générale. Non mais c'est quand même dingue. Ça montre bien les députés sont des gens complètement déconnectés de la réalité, hein. À partir du moment où ils ont un chauffeur, une cocarde, hein, et puis ils sont soi-disant, ils pensent être au sommet du pouvoir, hein, ça y est, le petit peuple ne les intéresse plus, a priori, hein. En tout cas on le voit, hein, j'espère me tromper, mais enfin en tout cas ce qu'il a fait, la lettre qu'il a envoyée à monsieur Bruno Boulefcade nous prouve le contraire. C'est bien dommage que les députés prennent le parti des banques. Ça prouve bien à quel point ils sont, je vais dire, ils sont vendus. Ben oui, d'une certaine façon, oui, c'est ça. Il s'est transformé en homme sandwich, ça change rien. Il a rien gagné là, le député. De seulement il s'est déconsidéré devant une partie de ces... Parce qu'il ne faut pas croire que les gens qui sont à Lons-le-Saunier ne suivent pas Bruno Boulefcade. Tout le monde l'a vu, hein, Lons-le-Saunier. Tout le monde suit le blog, hein. Tout le monde regarde les infos. Tout le monde a regardé votre vidéo, hein. Ils sont pas très nombreux à Lons-le-Saunier, hein. Hein, non, hein, voilà. Non. Voilà. Et ils sont pas très très nombreux, c'est pas non plus. Hein, tout le monde, je veux dire, les gens sont quand même au courant de ce qu'il fait. Pourquoi il manifeste. Hein, moi j'ai lu, hein, les papiers de l'administrateur judiciaire. Hein, j'ai vu comment le Crédit Agricole et la Société Générale a littéralement entubé. Hein, ils ont tout fait pour qu'il tombe. Ils ont tout fait. Vous savez pourquoi ils ont tout fait? Ben, pour récupérer le truc au zéro. Oui. Ils ont eu une garantie, donc une fois qu'ils l'ont fait tomber, Oseo est obligé de payer. Mais en même temps, ils lui réclament. C'est génial, ils gagnent sur les deux tableaux. Et Oseo, c'est nous. Hein. Bah, Oseo, c'est nous, oui, absolument. C'est l'argent c'est l'argent des contribuables. D'accord. C'est l'argent des contribuables. C'est quand même absolument délirant. Donc, je relais une question directe de Bruno. Quand c'est que vous allez voir à Lons-le-Saunier? Je pense que c'est incessant, là. C'est bientôt, là. Avant la fin de l'année. Pardon, je vais juste refermer un tiroir là, qui est resté ouvert. Je voudrais vraiment que vous compreniez bien que les Américains, au cours de cette année, puisque vous m'avez posé la question sur les grands faits marquants de 2012, hein, donc c'est le dernier point que je voudrais aborder avec vous, les grands points tournants, si je puis dire, de 2012 ont été les planches à billets. Hein. Quand même, c'est des planches à billets, la photocopieuse, que les Américains ont mis en marche de manière illimitée maintenant. Donc on a eu droit à la 3e planche à billets il y a à peu près 2 mois. D'accord? Et hier ou avant-hier, ça ne leur a pas suffi. Ils ont décidé la 4e. Les Anglais sont à leur 4e.
Les Japonais, alors 9e. Ok, donc tout ça, c'est des centaines de milliards de yens, de dollars, de livres sterling, etc., qui ont été injectés dans l'économie. Mais attends, non, pardon. Ils n'ont jamais été injectés dans l'économie. Ils ont été juste injectés à Wall Street, ici à Paris, un petit peu, hein, c'est vraiment nous, on a les miettes, hein, pour faire remonter les actions au cric. Hein. Vraiment au cric. Hein. Mais qu'est-ce que vous observez? Que malgré leurs photocopieuses, ils peuvent mettre en marche 1 milliard de photocopieuses s'ils veulent. Ils n'ont pas réussi à refaire décoller ni Wall Street, ni le CAC 40, hein, ni le FTSE à Londres, hein, ni l'indice Nikkei à Tokyo. Hein. Ils n'ont pas réussi. On est toujours au même endroit qu'il y a 1 an et demi, voire 2 ans. Hein. Voilà. C'est important que malgré tous ces centaines et centaines de milliards d'argent photocopieuses, ils n'ont pas réussi à faire remonter leurs indices. Ça devrait vous montrer que le système est à l'arrêt. Il ne redémarre plus. Ils ont beau... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme vous essayez de démarrer une voiture. Vous savez, sur les vieilles R5, là, il fallait appuyer sur... Il fallait tirer le démarreur, là, je sais pas quoi, hein, pour faire monter l'essence. Donner un peu plus d'essence. Voilà. Et la planche à billets, c'est l'équivalent de faire rentrer plus d'essence dans le démarreur. Non. Ça, alors elle va démarrer, elle va faire peut-être quoi, 500 mètres, et elle va s'arrêter à nouveau. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous appuyez sur le démarreur, c'est un coup de planche à billets. Et je signale, je le répète, je ne le répéterai jamais assez d'ailleurs, que nous, en Europe, on a interdiction de faire de la planche à billets. Donc nous sommes endettés, notre travail est volé systématiquement tous les jours pour payer ces bandes d'enfoirés qui, eux, font des planches à billets. Hein. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus ils font de planches à billets, plus on a de licenciements, nous, de notre côté. Faut pas l'oublier, ça. Eh oui. Et justement, vous savez, l'économie, c'est quelque chose de très simple. Hein. Du moment que vous savez compter, hein, vous ouvrez votre petit porte-monnaie. Voilà. Une fois que vous avez payé la marchande, hein, vous avez sorti toute votre monnaie. Hein, une fois que le porte-monnaie, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus rien. Voilà. C'est tout. Hein. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple de Venise. Pendant 600 ans, ils ont fonctionné au standard or. Hein, ça a posé de personne. Et quand il y avait beaucoup d'argent, ils ont construit toutes les merveilles qu'on connaît, qui sont toujours là pour regarder. Qu'est-ce que l'argent papier va nous laisser, nous, comme monument? Rien. Il restera vraiment très peu de choses par rapport à Venise. Au contraire, même à cette époque. Au contraire, même les monuments, les Grecs, ils peuvent en parler peut-être. Les monuments grecs sont toujours là d'ailleurs. Ils sont toujours là, heureusement. Ils sont toujours là. Mais nous, on leur laissera pas grand-chose. Hein, ça, je peux vous le dire. C'est clair. Et justement, alors, si on peut parler en termes de beauté, d'architecture, c'est pathétique. Il ne restera rien. D'ailleurs, c'est amusant. Ça, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui nous regarde qui peut faire une corrélation justement entre la gloire de l'architecture et la monétisation de l'or et de l'argent. Alors, on va parler un petit peu de la Grèce, puisqu'on continue dans la crise de 2012, et puis justement, vous allez nous parler de votre voyage en Grèce. La Grèce qui, elle en est à son combienième plan de sauvetage? J'arrive même plus à compter. 4, 5, 6 Quand j'étais à Athènes, on a eu droit à son 6e ou 8e, je sais plus, enfin bon, on compte plus de toute façon. Donc la Grèce... Vous savez, ça fait depuis quand même 2000... ça a commencé, les attaques sur la Grèce ont commencé en 2009. En 2010, on a vu qu'elle était en train de couler. Le premier mémorandum a été signé en 2010 en Grèce. Le gouvernement d'ailleurs grec a signé sans condition. Hein. On dit on vous vole tout. Et le gouvernement corrompu de Papa Andréou a dit allez-y. Alors, du moment que maman a un petit compte en Suisse avec 550 millions d'euros dessus, on va pas se... Hein. Je signale quand même que tous ces gens sont soit du Parti Socialiste, enfin le PASOK, ou Nouvelle Démocratie, qui est l'équivalent de l'UDF ou l'UMP. Voilà. Alors, à côté de la Grèce, il y a aussi l'Espagne. Alors là, on va commencer à alimenter aussi les banques espagnoles, puisqu'elles sont en détresse. Donc, on va faire le premier plan pour les aider, quoi. Donc là, on va injecter apparemment 40 milliards, il me semble, un truc comme ça. Écoutez, et de la marche, lui dit que ça va être 400 milliards la facture totale. Ça va être très très cher pour nous. Hein. Mais bien sûr, mais c'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, l'Espagne, c'est pas la Grèce. C'est pas du tout les mêmes montants. Je veux dire, l'économie de l'Espagne est collée à la nôtre. Quand les Espagnols, vous savez, les Espagnols achètent autant de bouteilles de champagne, de parfums, de vêtements français, de voitures, surtout de voitures. Hein, puis on a des banques, il y a des prêts, il y a des investissements massifs qui ont été faits de part et d'autre d'ailleurs. Hein, c'est assez commun. Je veux dire, la Léon, elle est vendue en France. Hein, aux dernières nouvelles, même si c'est le groupe Volkswagen, hein, il y a quand même un savoir-faire espagnol qui est typique.
Donc nos économies sont fondamentalement liées. La chute de l'Espagne signifie la chute de la France, tout simplement. Il n'y a pas de, il y a mécaniquement aucun échappatoire. Mais strictement aucun échappatoire là. On va les soutenir sans condition, sans rien. On va leur donner l'argent. Vous avez vu que les gouvernements ont décidé. Non, vous avez vu surtout que les gouvernements ont décidé de prendre l'argent du peuple pour sauver les banques. Voilà. Bon. À partir de ce moment-là, ils vont prendre l'argent du peuple une nouvelle fois, cette fois, pour essayer de sauver la Grèce, l'Espagne. Mais ils n'y arriveront pas. C'est pas possible, c'est un trop gros morceau. C'est impossible. Vous pouvez additionner tous les chiffres et vous pouvez prendre l'impôt de tous les Français. Je pense que ça n'y suffira pas. Alors je réfléchissais au cas de la Grèce pour faire un parallèle avec l'Espagne, et on a bien vu que la Grèce, on lui avait fait une ristourne, enfin une espèce de ristourne, qu'on lui avait fait des cadeaux de ses dettes qu'elle devait aux banques, etc. Il me semble qu'elle était endettée à plus de 150% de son PIB, on lui a fait descendre à 110% ou un truc comme ça, et je me demandais 124. ou 124 Ouais. et je me demandais attendez, si vous êtes endetté à 124% et que donc vous êtes à 124, ok, vous êtes endetté à 124% et vous gagnez 100, donc il vous manque 24. Voilà. Non mais tiens, vous faites comment? Ça recommence, la machine recommence, Infernal recommence. Non mais admirez tous les prostituées des médias français qui nous ont présenté ça, encore une fois, comme une victoire. La Grèce a été sauvée une nouvelle fois. Merveilleux. Est-ce qu'ils peuvent pas faire continuer le système comme ça, avec les Grèces, avec l'Espagne, en disant tous les X temps, on va faire un cadeau à la Grèce. On va lui faire descendre son endettement. Il n'y a pas de cadeau. Non mais on va. Attendez, attendez. Il n'y a aucun cadeau de fait à la Grèce. C'est un peu comme si vous êtes endetté, donc vous êtes endetté, on va dire sur 15 ans, d'accord. Vous êtes endetté vous êtes déjà à 124%. Non, vous êtes à 130. Allez, on va aller ou même à 140. Voilà. Et on vous dit, moi je suis la Banque Centrale Européenne ou le FMI, je suis la Troïka, et je vous dis. Ah non, capitaine, écoutez, non, franchement, on va vous faire... écoutez, on va vous faire une fleur, on va descendre votre endettement de 140 à 124%. Donc, vous avez la corde au cou, donc on vous donne juste on vous donne un peu 2 mm de plus pour respirer, avant de vous étrangler totalement, juste de quoi vous respirez d'ailleurs. Et puis on vous dit, vous étiez endetté sur 15 ans, là, ça va être sur 30. Voilà. Mais ça permet de faire continuer le système. Ça permet de continuer à prêter à la Grèce, et ça permet à continuer C'est une mise en esclavage. L'esclavage, la mise en esclavage continue. Totale des peuples. La mise en esclavage du peuple français a été réalisée il y a à peu près un mois, lorsque les députés ont voté l'abandon total de notre souveraineté. Et hier, exactement. Et même ce matin, parce que M. Hollande a déclaré, et M. Ayrault ont déclaré qu'ils étaient très contents du fait qu'on ait donné, que la France ait abandonné la supervision de ses propres banques, et donc elle a transmis son pouvoir à Bruxelles. Donc non seulement le CAC 40 n'appartient plus à la France, il appartient aux Américains, non seulement le système de mandats internationaux qui auparavant appartenait à la Poste, a été donné à Western Union. Vous voyez bien que c'est toujours les flux financiers qui sont contrôlés. C'est pas les égouts, ils n'ont pas cherché à prendre le contrôle des égouts de Paris. Non, c'est le flux financier qu'ils essaient qu'ils maîtrisent. Et le plus dingue, M. Hollande a déclaré tout à l'heure, regardez, depuis que je suis là, jamais la France n'a emprunté à un taux aussi bas. Mais attendez, la France est obligée d'emprunter 4 milliards chaque semaine. 4 milliards chaque semaine. Vous imaginez 4 milliards chaque semaine. Il va de soi, c'est comme si vous étiez obligé d'emprunter 4 000 euros chaque semaine simplement pour payer vos factures. Et le mec trouve ça normal. Il est content. Le mec il dit franchement c'est formidable. Vous avez vu, depuis que je suis là, jamais le taux d'emprunt de la France n'a été aussi bas. Le mec est un crétin fini. C'est pas possible d'avoir des gens comme ça à notre tête. C'est de la dette sur de la dette sur de la dette. C'est de la dette sur la dette sur la dette. Et il est content de nous dire que la France est endettée chaque jour de plus en plus. Attends, il n'a peut-être pas échappé à M. Hollande que la charge de la dette et des intérêts sur les intérêts, c'est quand même le deuxième budget de la France derrière l'éducation nationale. M. Hollande, vous êtes fou, quoi.
Mais attends, mais le mec est fou. Ou alors il comprend rien. Mais enfin, je sais pas, c'est la portée de n'importe quel gamin de 3e. Ça représente 50 milliards par an. Mais je sais pas. J'arrive pas à comprendre quelle logique mène ces gens. Si, on comprend ce qu'on voit. Si on reprend ça avec un autre projecteur, si on voit qu'ils sont en train d'abandonner, ils sont en train de livrer toute forme de souveraineté qu'on ait, que ce soit notre banque, notre armée, etc. Vous avez vu que nos munitions ont été délocalisées. C'est quand même pas rien. Hein. Les munitions ont été délocalisées. Ça veut tout dire. Bon, à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est transformer la France, si vous voulez, en une région de l'Europe, mais pire que ça. Ce qui va être appliqué à la France, en fait, c'est une gestion de région, exactement comme les Länder allemands. Et en fait, si vous regardez ça avec un autre œil, vous voyez que le plan qui a été mis en place par Sarkozy, la territorialité reportée, que les prises de décision ne se feront plus au niveau national. Hein, c'est-à-dire, je veux dire, si jamais par exemple la Corrèze est en déficit, la France se foutait de savoir si la Corrèze est en déficit, c'est la France. Hein, donc on mettait tout de suite. Mais là non, c'est-à-dire vous mettez en concurrence la Corrèze avec la Lozère avec la Bretagne avec le Morbihan, et ainsi de suite. Et donc chacun va devoir se battre pour avoir qu'on lui donne quelques cacahuètes à manger. Voilà. Mais en fait, c'est le principe des Länder allemands qui nous est transposé. C'est le même principe américain. Tout ça pour qu'en 2015, nous soyons livrés sur un plateau d'argent, hein, aux États-Unis. Hein, voilà. C'est ça. Hein, vous avez, je sais pas, 20 mecs, 50 mecs aux États-Unis qui ont décidé de mettre le reste du monde en esclavage à leur seul profit. Et dans ces 15-20 mecs, vous avez peut-être un quart de la Goldman Sachs. Hein, et vous avez 2-3 mecs, des chefs de notre ami Blight Masters. Hein. Vous avez vu sa dernière apparition? Oui, je l'ai vu. Vous avez vu comment elle a collé au plafond, le mec, là? Ouais, j'ai vu. Oh, grand. Non, avouez que je me suis pas trompé sur ce. Elle est intellectuellement au-dessus de tout. Pourtant, il y a des prix Nobel hein, vous avez des mecs de Goldman Sachs, vous avez des journalistes de Bloomberg, mais elle les a tous collés au plafond. Mais je l'ai quand même. On croyait qu'elle avait attrapé des rides ou quoi, mais je l'ai trouvée quand même relativement belle encore. Ah non, c'est quand même Blight Masters. Hein, mais elle a quand même pris quand même. Ouais. Je pense que ces 4 dernières années, là, elle a eu elle a eu pas mal de tourments. Et même là, en ce moment, hein, elle est dans une tourmente. Hein. Elle est dans une tourmente parce qu'elle est en train de voir si vous voulez, la Goldman Sachs veut absolument. Il n'y a pas la place, si vous voulez, pour 2 banques, 2 grands mastodontes. Il n'y a pas la place pour la Chase, JP Morgan et la Goldman Sachs. Vous comprenez? Il n'y a jamais la place dans un pays. Il n'y a jamais la place pour 2 rois. Hein. Donc forcément Goldman Sachs a décidé d'avoir la peau de Blight Masters parce qu'elle est le centre, hein, comme j'ai expliqué, et elle a 1500 ou 1700 traders à sa disposition pour les matières premières, et donc il est important de la détruire pour que tous les milliards qu'elle fait gagner sur les matières premières aillent à la Goldman Sachs, à Isabelle Elliott, hein, qui est son homologue chez Goldman. Il faut le comprendre ça. Il faut bien suivre ça, et quand vous suivez tout ça, vous comprenez vous voyez un autre tableau qui se dessine. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette attaque absolument remarquable qui a été menée sur elle par un grand analyste de Wall Street qui a dit publiquement il faut shorter la JP Morgan parce que Blight Masters, il l'a pas nommé, hein, Blight Masters ne sait pas ce qu'elle fait. Et quelles seront les de dire ça de Blight Masters, c'est alors qu'elle a commencé sa carrière en tant que trader de matières premières, franchement, alors que lui, le mec, tout ce qu'il a fait, c'est être journaliste, juste commenter, bon, c'est bien gentil, mais je veux dire, on a vu les résultats de Blight Masters au coup c'est quand même impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque en plus, je signale qu'elle a créé ce département à partir de rien, hein, et que du jour au lendemain, elle est devenue la plus importante. Donc évidemment, ça gêne la Goldman Sachs. Et donc Goldman Sachs veut tuer Blight Masters pour tuer la JP Morgan derrière. Voilà. Donc vous allez suivre une guerre là sur les matières premières pour faire tomber. Hein, la Goldman Sachs va tout faire pour tomber Jamie Dimon et la JP Morgan. Et quelles seront les répercussions sur nous? Ça va faire mal, ça va faire très mal si vous voulez, parce que cette guerre va se traduire, si vous voulez, par l'explosion de hedge funds divers et variés à un moment donné, donc qui vont à nouveau faire plonger Wall Street, etc. Et vous aurez les clowns sur BFM qui vont dire oui, ce matin le CAC 40 est morose.
Vous avez vu que c'est leur objectif favori en ce moment. Il est morose. Hein. Il fait du surplace, comme on dit. Hein, voilà. Mais ces gens sont tellement... ne font même plus leur travail de journaliste, d'ailleurs. C'est triste. Et d'ailleurs, on voit que Goldman Sachs continue à placer ses membres un peu partout. On voit bien que Goldman Sachs, justement, vous avez tout à fait raison de le souligner, parce que Goldman Sachs, ils ont placé tous leurs pions, hein, un peu partout en Europe, et que la JP Morgan, elle, n'a pas du tout pris cette option-là. Donc, à un moment donné ou un autre, ça va si vous voulez, elle va être cernée et brum, ça va tomber. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Internet, mais j'ai vu une vidéo où il me semble que c'est un grec qui a un tableau blanc et qui place tous les pions c'est une vidéo allemande. C'est allemand. Oui, c'est allemand. Mais il me semble-t-il, oui, c'est allemand. Oui, c'est remarquablement bien fait. Et c'est fait à la suite du tableau de Zero Hedge. C'est Zero Hedge qui a fait ça, et les Allemands l'ont fait de manière humoristique et très drôle, mais vous verrez jamais ça au journal de 20h de Claire Chazal. Vous ne le verrez jamais au journal de 20h de Pujadas. Non, on verra jamais ça. Elle est extraordinaire. Je sais pas, les internautes, ils devraient peut-être aller la voir. On voit donc une personne qui est en train de refaire tout le. Vous mettrez l'extrait. Hein. On mettra l'extrait. Elle est en train de tout refaire, tout le dessin des pions placés par Goldman Sachs un peu partout. Je sais pas, c'est en Europe et même. Enfin, c'est incroyable. C'est impressionnant. Alors, vous aviez dit que Hollande ne finira pas son quinquennat. Vous avez vu tous les licenciements? Vous savez, si les charcutiers commencent à tomber, c'est quoi la charcuterie? La charcuterie, c'est le cœur de la France, c'est l'âme de la France. Là, vous n'êtes pas très loin de l'avenue des Ternes, il y a un célèbre charcutier qui est là. Les Français, les Parisiens attendent patiemment 20 minutes, une demi-heure pour aller acheter à manger chez lui. Hein. Donc la charcuterie, les Français ont une relation passionnelle, fusionnelle avec la nourriture. Hein, le monde entier le sait. Donc, mais attention, à partir du moment où les grands charcutiers industriels commencent à tomber, sont en redressement judiciaire, en faillite, licencient 20%, un quart, voire la moitié de leurs effectifs, ça veut dire que les Français, clairement, les Français ont rogné sur leurs dépenses de nourriture, et qu'en conséquence de quoi, les révoltes de la faim ne sont plus très loin. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Hein. On ne porte pas assez d'attention à l'industrie de la charcuterie. Mais oui. Non, mais sérieusement, je veux dire, c'est vachement important. C'est beaucoup plus important que les résultats de la BNP. Parce que les résultats, tous les chiffres donnés par l'industrie, la Fédération française de charcuterie, vous montrent exactement comment consomment les Français, combien, et pourquoi. À partir du moment, s'ils ne consomment plus, s'ils ont décidé de rogner sur leurs dépenses de nourriture, attention, là on est dans le rouge. Là, littéralement, on est dans le rouge. Vous montrerez les sociétés là qui ont, parce que c'est important que tout le monde voit, quoi. Les marques. Et puis c'est des marques que tout le monde connaît, tout le monde les a vues, je veux dire, tout le monde va faire ses courses, c'est des marques qu'on connaît tous, même si elles ne font pas de la pub comme Chanel, etc. C'est des marques qu'on a enregistrées 1000 fois. Est-ce que vous pensez que Hollande ne risque pas d'acheter la paix sociale, quitte à endetter le pays à 120 ou 130 ou 140% du PIB? Mais il va l'endetter avec quoi? Je veux dire, déjà, vous avez les mesures d'austérité. On a les taux d'emprunt, attendez, mais les mesures d'austérité, les vraies mesures d'austérité, il les a pas encore passées. Je vous signale qu'il y a même un dossier qui l'attend, et il ne sait pas comment faire pour le faire passer. Je pense que c'est celui du CDI. L'Europe lui a demandé de sabrer le contrat à durée indéterminée. Et ça, c'est un très gros morceau. Il n'ose pas, parce que là, il sait que de toute façon, déjà, on voit bien que les chefs syndics, les chefs de la CG, tous ces mecs-là, on les voit plus, et que c'est la base. Ceux qui sont sur ArcelorMittal, qui ont pris le relais, c'est eux qui sont devenus les vraies vedettes médias, entre guillemets, et les autres, on les voit plus. Ils ont été effacés, parce que trop lisses, trop consensuels, et ils ne défendent plus les salariés. On est le temps des Krasuki, des Georges Marchais, est loin. Surtout des Krasuki, d'ailleurs. Au moins, ils défendaient les gens, eux. Ok, donc il n'achètera pas la paix sociale, selon vous? Mais avec quoi? Avec de l'argent emprunté. Mais oui, mais là, je veux dire, endetter la France, c'est bien gentil, mais vous savez, chaque fois que vous endettez la France, les agences de notation le savent. Donc à un moment donné, mécaniquement, si vous voulez, boum.
De toute manière, attendez, moi je veux quand même rappeler quand même, parce que l'histoire se répète, donc vous savez que c'est mon grand dada. Si on prend l'histoire de la Grèce, l'histoire de la Grèce, on voit que ça a commencé par une dégradation de Moody's et de Standard & Poor's. Qu'est-ce qu'on a vu aussi en 2012, que la France a perdu son triplé, alors que Nicolas Sarkozy avait fait des salamalecs aux Américains pour que jamais on ne perde nos triplés. Le Canard enchaîné avait rapporté à plusieurs reprises il a dit que c'était la fin du monde si la France perdait son triplé. Et il a perdu. Et on a continué. Et on a François Hollande qui nous explique qu'il est super content, il est très fier, parce que depuis qu'il est là, jamais la France n'a emprunté aussi bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les vampires anglo-saxons peuvent endetter la France, là ils peuvent se goinfrer, c'est-à-dire justement ils peuvent, ils ont la garantie, puis à un moment donné, ça va monter quoi. Juste, on va quand même faire un petit tour. Aussi, excusez-moi, ça veut dire aussi autre chose. C'est-à-dire que jusqu'à présent, François Hollande fait exactement ce que les Américains lui demandent. Et l'Europe. C'est ça que ça veut dire aussi. Parce qu'on l'a vu avec Nicolas Sarkozy. Tant que Nicolas Sarkozy n'avait pas amené assez rapidement l'histoire de la réforme des retraites. Rappelez-vous. Comme il traînait des pieds, il a eu cette attaque. Moi, je l'ai chroniqué en direct sur le blog et à la radio. Et on l'a vu. Donc là, quand il a vu que les taux d'intérêt montaient très très vite, là, il s'était dépêché de faire passer la loi, etc. Et une fois que la loi était passée, pouf, les taux d'intérêt sont retombés. Résultat des courses, tous les Français doivent travailler 2 ans, voire 4 ans, voire 5 ans de plus pour toucher leur retraite. Bon, merci les marchés financiers américains, merci les marchés financiers anglais. C'est à eux qu'on doit ça. N'oubliez pas, ce sont les marchés financiers qui ont eu la peau de Berlusconi quand même. Parce que Berlusconi, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il gérait très bien son pays et surtout il défendait son pays. Ce qui n'est pas le cas de héros, qui littéralement est en train de vendre l'industrie française comme on l'a vu tout à l'heure avec Storchon. Non mais, je n'invente rien, je veux dire, comment, sincèrement, est-ce que vous aurez pu imaginer de voir un tel article dans un journal un jour ? Qu'un Premier ministre de la France encourage les délocalisations au Maroc. Est-ce que vous imaginez la même chose, inverser la chose, de voir le roi du Maroc présenter très content de délocaliser tous les emplois des Marocains en France? Ça serait génial, ça. Non mais... Alors vous avez dit lors de votre émission de radio qu'on était rentré en résistance. Alors quelles sont les manières de résister? Vous savez, les manières de résister, enfin pour nous en tout cas, elles sont pas très nombreuses, mais j'ai toujours dit, vous le savez, j'ai toujours dit que ne laissez strictement rien ou très peu sur votre compte en banque. Transformez-le en pièces d'or et en pièces d'argent systématiquement. Ne regardez même pas les cours, c'est même pas le principe. Parce que tout argent, toute pièce d'or que vous achetez, toute pièce d'argent surtout que vous achetez, vous affaiblissez votre banquier. Chaque fois que vous achetez des pièces d'or et des pièces d'argent, ce sont autant de coups de couteau que vous mettez des coups de poing que vous mettez dans la tête de votre banquier, et il le mérite, croyez-moi, dans le système bancaire. Donc, première chose. Deuxième chose, l'immobilier. Pour ceux qui ont des assurances vie, etc. Franchement, achetez un studio plutôt, louez-le plutôt que, même si c'est des emmerdes à ne plus en finir, la location, etc. C'est quand même mieux qu'une assurance vie ou le livret A. Ça, c'est la certitude. Et ensuite, je pense qu'il est très très important d'envoyer des informations. Moi, quand je donne la liste des licenciements, par exemple, je demande à tous les internautes, et même quand je passe à la radio, à tous les auditeurs, de la prendre et envoyez-le à tous vos contacts mail chaque semaine. Montrez ce qui se passe, que les gens se rendent compte que d'un côté, on a une fumée média, c'est-à-dire qu'on ne vous parle que du mariage gay, on ne vous parle que du problème ArcelorMittal, mais pendant ce temps-là, vous avez des groupes comme les meubles Parizeau, Parizeau comme la MEDEF là, qui eux vont perdre 800 personnes. C'est plus qu'ArcelorMittal techniquement, mais quand vous mettez toutes ces PME bout à bout, mais je veux dire, ArcelorMittal c'est rien, c'est un grain de poussière à côté de tout ce que les chefs d'entreprise français. On a vu le suicide d'un petit patron d'entreprise hier.
Il n'en pouvait plus. Il s'est mis une balle dans la tête. Hein. Il a préféré, entre se battre avec les banques, les syndicats, le mec s'est dit, bon, vous me faites tout chier, je m'en vais. C'est triste. Je vous signale que le taux de suicide en France a augmenté. Et vous savez comment on le voit? Parce que la SNCF a fait un communiqué, et il faut remercier la SNCF de l'avoir dit, c'est important, hein, parce que le ministère de l'Intérieur se garde bien de communiquer là-dessus, que le nombre de suicides sur les voies SNCF a augmenté de 30%. Donc vous pouvez mécaniquement décréter que le taux de suicide a augmenté en France de 30%. C'est clair, net et précis. Et on peut le recouper avec l'interview que j'ai eue avec l'évêque d'Athènes, puisqu'on a vu que lui il nous a expliqué que le taux de suicide, ou je ne sais plus, c'est peut-être un autre papier, mais il m'en a parlé aussi, qu'il y avait 3 personnes pour 100 000 qui se suicidaient en Grèce, donc c'était le taux le plus bas en Europe, de l'eurozone. Pour l'eurozone, la moyenne était de 10,4, donc 10 personnes,4 se suicidaient sur 100 000. J'aimerais beaucoup qu'un député ait le courage d'interroger M. Valls à l'Assemblée nationale là-dessus, de connaître exactement le taux de suicide des Français aujourd'hui. Parce que si on a obtenu le taux grec, c'est parce qu'un député, je crois d'Aube Dorée d'ailleurs, ou de Syriza, a posé la question officiellement au ministre de l'Intérieur grec, qui a été obligé par conséquent de lui répondre et de lui donner ces chiffres. Et je peux vous garantir que les chiffres, vous le savez, les chiffres du suicide ne sont jamais... c'est quelque chose que les États répugnent à donner, parce que c'est pas, ça reflète quand même un état plus ou moins dépressif. Hein, ou de crise, hein, et que quand vous avez une hausse soudaine des suicides, ça veut dire que quelque chose ne va plus. Nous, on a vu que de plus en plus de Français s'immolaient, hein, on l'a vu au cours de ces 2 dernières années. J'ai dit, sans vouloir faire de jeu de mots, ou même en le voulant d'ailleurs, que c'était des signaux de fumée, des signaux d'alarme, hein, que c'était gravissime, hein, et que cela annonçait une vague de suicides supplémentaires, hein, eh bien, je crois que la SNCF a répondu à notre question. Je pense qu'on peut raisonnablement dire que le nombre de suicides en France a augmenté de 30%. Hélas. Hélas. Je pense qu'on peut avoir même une prière pour tous ces gens, hélas, qui se sont suicidés pour des raisons économiques, hein, avec tous les huissiers qui débarquent, et ainsi de suite, alors que les gens n'ont plus de travail. Vous savez, avant, j'ai dirigé les services Internet dans un grand groupe de presse, et à l'époque, j'ai vu que c'est un gros groupe de presse américain d'ailleurs, mais moi, c'est les titres français. J'ai vu que la logique de ce groupe de presse, la logique américaine, consistait à flinguer tous les gens dès qu'ils avaient 50 ans. À l'époque, j'en avais 40, mais je voyais qu'ils sabraient toute personne qui arrivait à 49 ans, boum, il les licenciait d'office. Trouver une raison Y, ou les faisait partir, ou les poussait dehors. Maintenant, ça c'était il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, maintenant, on vire les gens, hein, dès qu'ils arrivent à 40 ans. Ben oui, c'est beaucoup plus cher de prendre des stagiaires qu'on paye pas, ou des contrats formation qui sont payés par l'État. Donc ça vous fait de la manœuvre. C'est une forme d'esclavage. Hein. Les sociétés n'ont plus les moyens. Je veux dire, il faut quand même pas oublier qu'au-delà de ça, qu'est-ce que ça montre? C'est vrai que les sociétés, elles essayent par tous les moyens possibles et imaginables, même parfois pas très heureux, hein, de continuer leur business en prenant tout. Et si l'État leur donne des jeunes dont ils payent la formation ou les charges sociales, allez, roule Raoul, hein, amen. Justement, j'ai vu dans un article de presse que la France comptait environ 300 000 emplois low cost. Donc ça rejoint totalement ce que vous dites, quoi. Plus ça va, plus on emploie soit des jeunes qu'on paye rien du tout, soit des gens de l'étranger, etc., quoi. Oui, mais ceci, si vous voulez, alors justement là, je peux faire un parallèle. Le parallèle, il est très simple. C'est ce que j'ai vu et ce que j'ai appris grâce à toutes mes rencontres à Athènes, c'est que ce qui s'est passé à partir de 2010, hein, donc c'est pas si vieux que ça, nous on est en décembre 2012. 2010, 2011, 2012, ça fait 3 ans, c'est pas si vieux, c'est pas 30 ans en arrière, hein, c'est juste 3 ans, vous vous rendez compte? Ou 2 ans. Les salaires des Grecs, notamment des fonctionnaires, ont été baissés, parce que la Troïka l'a demandé, hein, le Bruxelles, Banque Centrale, etc., de 30%. Donc imaginez tous les fonctionnaires français à qui on dit, monsieur, madame, votre salaire, vous gagnez 1000 euros, non, vous ne gagnez que plus que 700. 30% en moins, boum. Ok, première chose.
les retraités, écoutez bien, les retraités, moins 40, moins 30, moins 40 et moins 60. Moins 60% sur leur retraite mensuelle. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il y a 2 jours, j'ai vu un pilote de chasse grec, de retraité donc de l'armée de l'air grecque. Je sais pas, il avait l'air d'avoir 60 ans, hein, et il expliquait justement que sa retraite a été amputée de 60%. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Moi, je dis à tous les militaires, les gendarmes, etc., les pompiers qui sont à la retraite, imaginez votre tête si demain le gouvernement vous dit on baisse tout ce que vous touchez, votre salaire, enfin votre retraite mensuelle, de 60%. Hein? Ce que ça fait 60%. Allô? Alors, qu'est-ce que ça a entraîné en Grèce? Eh bien, ça a entraîné une chute de la consommation de 30%. La baisse d'affaires, de tous les chiffres d'affaires, de toutes les sociétés, de minimum 30%. Alors, c'est sûr qu'avec moins 30%, ça a été une hécatombe de PME, toutes les entreprises qui ont déposé le bilan. À Athènes, on le voit, je veux dire, toutes les boutiques inoccupées, recouvertes d'affichettes, etc. Eh bien, on voit un certain nombre de boutiques à louer, comme on en voit de plus en plus à Paris. Mais je vais vous donner un scoop, puisque vous avez la gentillesse de venir jusqu'à Paris. Je vais vous donner l'image. Je suis passé hier devant l'Élysée. Donc c'est la rue du Faubourg Saint-Honoré. D'accord? C'est la rue du Faubourg Saint-Honoré. Dans le Monopoly, c'est une des rues les plus chères. Hein, c'est la partie jaune, si mes souvenirs sont bons. Oui. D'accord? Je peux vous garantir que la partie de la rue du Faubourg Saint-Honoré qui part de la place Beauvau, là où il y a le ministère de l'Intérieur, et qui va jusqu'à chez Hermès, hein, c'est-à-dire jusqu'à la rue de la Paix, là aussi on est dans le Monopoly. C'est une des rues les plus chères en termes de boutiques, hein, de pas de porte, etc., tout ce que vous voulez. Et que si vous vouliez avoir votre entreprise pignon sur rue de la rue du Faubourg Saint-Honoré, vous avez intérêt à vous prendre des années avant de pouvoir c'est-à-dire faire de dire quand est-ce que vous arrêtez. Bon, si jamais vous arrêtez, nous on reprend tout de suite. D'ailleurs, on signe tout de suite. Voilà, c'était vendu 1 an, 2 ans, voire 5 ans avant. Les boutiques étaient déjà prévendues, les emplacements. Eh bien, hier, vous n'allez pas le croire. D'ailleurs, moi-même, je ne l'ai pas cru. Hein, j'étais accompagné, j'ai osé le regarder. C'est en face du portail de l'Élysée. Boutique allouée, vide, allouée en face de l'Élysée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, quand François Hollande il sort de l'Élysée, il voit systématiquement cette boutique allouée. Elle est vide et elle est comme les boutiques grecques. Hein, je vous donnerai la photo. Okay. Je vous la montrerai parce que c'est trop énorme. C'est un symbole, vous comprenez? C'est un symbole pour moi. C'est un symbole énorme. Parce que ce que j'ai vu aussi, ce que j'ai constaté dans Paris, c'est qu'avec la première crise, en 2009, c'était les petites rues qui ont été décimées. Par exemple, la rue de Constantinople, vous voyez, la rue de Constantinople, elle remonte de Saint-Lazare, elle va jusqu'à... Enfin, elle est assez longue, donc c'est des petits commerces, quoi. C'est pas des trucs de luxe, mais c'est des trucs de proximité, hein, boutiques de fringues, machin, etc. Décimées. Vroom. Mais là, ce que vous envoyez, c'est un phénomène nouveau. Les petites boutiques, elles résistent mieux, parce qu'elles sont entraînées à résister. Mais celles qui avaient de l'argent, toutes celles, eh bien, elles ont dépensé toute leur trésorerie depuis toutes ces années et maintenant elles ferment. Et si vous regardez, si vous descendez autour par exemple, l'Étoile, hein, vous regardez toutes les avenues qui descendent de l'Étoile, vous voyez que des trucs à louer, c'est les quartiers, c'est ce qu'on appelle le triangle d'or, c'est le plus cher, et vous avez un nombre incalculable de bureaux à louer. C'est invraisemblable. Et ça veut dire que les grosses boîtes qui avaient auparavant de l'argent n'en ont plus maintenant, et elles sont en train de partir, de se casser en banlieue ou Dieu seul sait où, et que Paris va être gravement affecté par cette crise. Et c'est pas fini, parce qu'avec la liste de licenciements qui nous arrive, et je pense que parce que c'est vous savez, c'est la période des bilans, hein, donc ça va être les derniers bilans de l'année, donc en janvier, vous allez voir encore une nouvelle hécatombe de licenciements et de sociétés en faillite en janvier, début janvier. D'accord. Bah justement, puisqu'on embraye sur début janvier, on va peut-être parler de ce qui nous attend éventuellement l'année prochaine. Alors justement, est-ce qu'à votre avis, la liste va continuer? Ça va continuer encore en 2013? L'économie, vous savez, l'économie est à l'arrêt. Là, ils sont en train de... Vous savez, c'est le Titanic, là, ils sont en train de balancer les trucs à la mer pour alléger... Ils sont en train de balancer les passagers, donc les salariés, ils sont en train de les balancer à la mer pour alléger le bateau.
pour qu'ils ne coulent pas. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Toute cette liste de licenciements inattendus depuis qu'on s'est vu depuis le mois de mai ou juin, elle symbolise bien quelque chose. Je ne l'ai pas inventé, vous l'avez vérifié. Tous ceux qui ont été sur le blog l'ont vu. Ils ont cliqué sur les liens, ils ont vu. C'est une réalité. C'est une réalité, une triste réalité. C'est ininterrompu. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter. Et à un moment donné, si vous voulez, les conséquences sont inévitables. Les conséquences sont inévitables. Ça va se terminer par des rues, par des fous furieux qui vont défoncer toutes les boutiques, des manifestations, des trucs. Ce qu'on a vu, je ne pense pas sincèrement que les Français vont réagir comme les Grecs. Les Grecs ont été mis en esclavage, ils n'ont absolument pas réagi. Ambrose Evans Pritchard, le journaliste du Télégraphe, que je cite très souvent, que j'adore, dont je respecte les analyses, s'est planté là-dessus. C'est pas de sa faute. Moi aussi d'ailleurs, très sincèrement, personne n'aurait imaginé que les Grecs si fiers se laisseraient mettre en esclavage comme... C'est l'exemple que je donne très souvent, quand j'ai donné l'autre jour à la radio. Si même les services secrets grecs ont fait grève, occupation des locaux, je sais pas, si les services secrets grève, ils ont qu'à faire un coup d'État. Je sais pas, donc soit en Grèce ça se termine par un putsch, avec aube dorée c'est possible, sinon ils seront en esclavage, ils sont très bien comme ça. Voilà. Donc, vous pensez que nous on va réagir autrement? J'espère. Vous croyez que les Français vont réagir? Écoutez, tant qu'ils la France a donné Napoléon, les jeux du on a eu Jeanne d'Arc, on a eu De Gaulle, on a eu quand même des gens qui se sont révoltés à un moment donné. Rappelez-vous, les Français ont été mis en esclavage en 1940 par les Allemands. Peut-être pas l'oublier, ça. Il y a quand même des gens qui ont résisté. Ils n'étaient pas très nombreux, certes, mais ils ont résisté. Mais l'histoire s'est inversée à un moment donné. J'espère que ça s'inversera. J'espère que la fierté, la grandeur des Français, ce qui fait leur grandeur quand même, qu'on ne se laissera plus imposer les volontés de Bruxelles par des gens qui ne sont pas élus. Ces commissaires européens n'ont jamais été élus. Je veux dire, Herman von Frippouille, cette espèce de foudingue, n'a jamais été élu. Vous avez vu la remise du prix Nobel? Mais vous avez vu les 3 pingouins là? Mais ils font peur. Entre Herman, mais passez les images, mais attendez, mais c'était énorme. Entre Herman von Rompuy, entre Mario Barroso et l'autre là, Martin Schulz. Attendez, mais on dirait une association de malfaiteurs. On aurait dit vous savez, des souteneurs marseillais. Vous savez, avec leurs chaussures bicolores là. Vous savez, comme ils étaient immortalisés par Marcel Pagnol là, dans les films. Non mais franchement, ils ont des têtes des gangsters. Non mais vraiment, mais c'est vrai. Mais j'en ai discuté avec des amis, mais ils ont tous fait la même réflexion. Je me dis, mais c'est quoi cette association de malfaiteurs? Non mais c'était incroyable quoi. C'était trop vrai quoi. Ouais. Et les mecs, ils ont le prix Nobel de la paix, mais vous ne croyez pas, peut-être, les mecs, ils ont mis l'Europe est à feu et à sang littéralement. Il y a des manifestations là, ça s'est calmé parce que c'est les fêtes, mais ça va reprendre bientôt, c'est inévitable. Encore pour que les Français se révoltent, encore faudrait-il qu'ils soient bien informés, et malheureusement, le serpent se mord la queue, ils sont pas bien informés, malheureusement. Non, écoutez, alors là, j'en ai parlé avec Marc, qui est rédacteur en chef du Mediascope, qui est le site qui est suivi par tous les journalistes de la télé, Pujadas, etc., parce qu'ils donnent les résultats de médiamétrie. Et les abonnements médiatriques coûtent une fortune. Et ce journal, ce site, donc spécialiste média, est le seul à le donner tous les jours. Et ce qu'il a observé, très juste titre, si vous voulez, c'est que, d'ailleurs c'est très significatif, c'est que les Français ne regardent auparavant les scores, si vous voulez, du journal de 20h de TF1 et de France 2 étaient loin devant. France 3, machin, ils étaient loin derrière. Eh bien, figurez-vous, c'est une première, Plus belle la vie est passé devant le journal de 20h de Pujadas. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ça l'a fait vraiment tellement chier que maintenant on préfère regarder Plus belle la vie que regarder les infos de Pujadas qui n'en donnent pas d'infos. Et il ne faut pas croire que les Français regardent ça. Ils regardent parce qu'ils mangent à ce moment-là, comme l'a très justement analysé Marc, et que en fait c'est plus une habitude. Vous voyez ?
c'est plus une habitude. Mais que toute la génération montante des Français, tous les jeunes, ils passent beaucoup plus de temps sur Internet, sur Facebook et sur des sites alternatifs. Et eux, ils regardent plus Pujadas et Claire Chazal. Hein. Pourquoi ils acceptent encore Claire Chazal, parce qu'elle commence quand même, elle a des heures de vol maintenant, Claire, même si elle est superbe. Hein, non mais attends, elle a été ma chef de service, respect. Non mais quand je dis des heures de vol, c'est pas, je veux dire des heures de service. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que qu'on se comprenne bien, j'ai pas de, il n'y a pas offense comme on dit. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait quand même des années qu'elle est là. C'est plus une habitude, mais Claire ne donne plus d'informations. Enfin, c'est pas elle qui les écrit de toute façon. Elle a le rôle de prompteur. C'est une femme tronc, on va dire ça comme ça. Mais TF1 ne donne plus d'infos, France 2 ne donne plus d'infos. Tout le monde le sait. La preuve, c'est que quand vous regardez De la Marche, par exemple, sur BFM, la seule personne qui passe sur BFM, qui fait un carton sur YouTube, c'est De la Marche. Aucun autre pingouin qui passe sur BFM ne fait des scores de La Marche sur YouTube. Enfin, je veux dire, parce qu'il passe le mardi, je crois, à 11h. Bon, les gens, ils bossent, ils n'ont pas le temps de regarder, ils ne regardent pas la télé sur leur lieu de travail. Mais quand ils rentrent le soir, ils disent, tiens, que dit De la Marche. C'est éloquent. Vous comprenez? Et je vais vous donner une autre info que j'ai donnée à Marc d'ailleurs l'autre jour, c'est que regardez bien, CNBC, qui était la plus grande chaîne de télévision américaine financière, d'accord, est totalement décrédibilisée. Qui est le numéro 1 aujourd'hui sur l'information financière? C'est Max Kaiser. Est-ce que Max Kaiser a une chaîne de télé? Non. Il est sur YouTube. C'est tout. Tout est dit. Ok, bon. Et pour terminer, on va parler un petit peu, peut-être votre prochaine destination en Europe, l'Espagne, c'est ça? Oui, je pense que ce sera l'Espagne, oui. Donc, ça sera début d'année prochaine. Vos auditeurs en Espagne sont invités à m'envoyer un mail. Allez sur le blog, vous avez mon mail en haut à droite. Un mail. Oui, parce que j'aime bien rencontrer justement des gens qui sont là, qui sont installés depuis des années, donc qui savent, qui ont une expérience. Parce que je veux dire, par exemple, l'histoire des services secrets grecs en grève, moi je l'ai appris c'est pas un genre, c'est un universitaire grec qui fait justement le blog de Greek Crisis, mais comme il est tellement dedans, il l'a pas vu. Et il n'a pas vu que c'était une information importante. Vous voyez, ils sont submergés de grève tous les jours, donc une de plus, une de moins. Vous voyez, bon, il n'a pas hiérarchisé. Alors que pour moi, en tant que journaliste, si vous voulez, enfin, lui, il n'est pas journaliste, donc on peut pas lui. Mais pour moi, les services secrets qui se mettent en grève, c'est tellement énorme que ça aurait valu, si vous voulez, l'ouverture du journal de 20h. J'aurais été rédacteur en chef du Figaro, mais je l'aurais placardé à la une. Je n'aurais mis que ça. J'aurais mis services secrets en grève. Les services secrets grecs en grève. Du jamais vu dans l'histoire moderne, dans l'histoire contemporaine. Et tout en blanc. Vous voyez, le titre en blanc, j'ai juste le Figaro et c'est tout. C'est ce que j'aurais fait. Voilà. Mais non. Malheureusement, non. Non, vous voyez, mais il y a plein d'infos comme ça, et qui sont très symboliques. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, elle vaut son pesant de cacahuètes. Enfin, c'est même pas de cacahuètes, je trouve que c'est éloquent, et ça vous montre bien, ça vous prouve que le système est à l'arrêt. Parce que si même la 3e ou 4e, la plus grande place financière de la planète, le Luxembourg, et que comment ça s'appelle leur truc déjà? Objectif plein emploi, va savourer des emplois. Je veux dire que vraiment l'économie est à l'arrêt. Ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire, n'oubliez pas, le Luxembourg est une plaque tournante financière, donc ça veut dire qu'il est à l'arrêt. Donc je ne me suis pas trompé quand je dis que c'est à l'arrêt. Ça s'arrête en 2012. Et c'est à l'arrêt. C'est tombé hier. Je ne sais pas quelle est la date, je crois que c'est sa date de hier. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus, parce que franchement, c'est tellement éloquent que c'est énorme. Mais c'est ce que j'ai vu ça, c'est pas vrai, quoi. C'est genre, un peu comme De Funès, tu sais, quand il disait, c'est quoi ce délire? C'est pas vrai, c'est un film comique là qu'ils nous ont fait. On est au 1er avril. Non, on est le 14 décembre. On n'est pas le 1er avril. On termine là-dessus? Bah oui. Merci Pierre. Merci à vous, capitaine. On va quand même souhaiter une bonne fin d'année. Oui, je souhaite très sincèrement à tous vos internautes et aux miens d'ailleurs, parce que je remettrai la vidéo sur le blog, très sincèrement
une année 2013 qui soit solidaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se rapprochent de leur famille pour créer un cocon. Parce que c'est ce que j'ai vu en Grèce, c'est ça qui permet aux Grecs de résister. Justement, on est dans la destruction de la famille, de la société. De la destruction, mais les Grecs sont orthodoxes. Ils sont très proches de leur famille, comme les Serbes. Ils sont très liés comme ça. Nous, en France, malheureusement, on n'a plus ça. Oui, parce qu'il y a la grand-mère. Vous savez, la grand-mère, elle habite en bas. Ouais. L'oncle, il est un pâté de maison. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont toujours ensemble. La famille, elle n'est pas dispersée. Un qui est à Marseille, l'autre qui est à Paris, l'autre à 3e à Lille. Puis on se voit une fois par an à Noël et encore. Vous voyez, eux, c'est tout le temps. Ils sont tout le temps ensemble. La Grèce est un très petit pays quand même. Enfin, un très petit. C'est pas la France. Mais les gens restent les uns à côté des autres. C'est leur cohésion familiale. Moi, j'ai pas ça en France, par exemple, ici. Alors que les Grecs l'ont. Tous ceux que j'ai interrogés l'avaient. Mais la foi non plus. Enfin, je veux dire, nous, on n'a pas d'équivalent. Mais ça, moi, j'ai toujours dit, ça fait quand même depuis 3 ans, 4 ans que je dis à tout lecteur, j'écris un livre sur les anges gardiens. Là, c'est le moment ou jamais de prier votre ange gardien, parce que si vous avez un emploi, c'est pas parce que vous l'avez encore que vous devez vous sentir isolé ou protégé dans le sens de la crise. Je pense que vous avez intérêt à prier votre ange gardien avant que les emmerdes commencent, avant que votre entreprise éventuellement ne se mette à licencier parce que son chiffre d'affaires, son carnet de commandes est à 0. Donc bonne fête, et j'embrasse tous nos auditeurs, internautes et lecteurs communs. On continue le blog l'année prochaine? Enfin, vous continuez le blog l'année prochaine? Oui, parce que là j'ai une levée de bouclier. Oui, c'est vrai que j'ai voulu arrêter parce que c'était trop. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'informer les gens je veux dire, si ils ont vendu la souveraineté de la France avec une facilité, je veux dire même, on est envahi et il n'y a pas eu un coup de feu tiré, je veux dire. On a les Américains on appartient aujourd'hui techniquement à l'Union européenne qui, elle, va bientôt appartenir aux Américains. Donc les Américains ont pris le contrôle de toutes nos richesses ici. D'ailleurs, si vous regardez par exemple, ne serait-ce que les sociétés qui louent justement les boutiques, les bureaux, les entrepôts, vous remarquerez que la moitié d'entre elles, grosso modo, sont des entités anglo-saxonnes. Vous le verrez d'ailleurs sur celle qui veut louer justement la boutique à louer en face de l'Elysée. Merci Pierre. Merci capitaine. À bientôt. À bientôt.